Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, comment devient-on pervers narcissique ? Je vous souhaite une bonne écoute. Pervers narcissiques, qui sont-ils ? Comme nous l'avons déjà évoqué dans le podcast à ce sujet, le pervers narcissique est un séducteur et un destructeur à la fois, avec pour moteur la toute-jouissance. Mais au travers des différents podcasts déjà réalisés, une question est revenue assez souvent, qui était « Comment devient-on pervers narcissique ?» Il faut savoir que l'éducation a un rôle essentiel à jouer, car c'est en effet elle qui va marquer l'inconscient de l'enfant et inscrire que tout n'est pas possible. Tout se joue donc pendant la petite enfance et même avant les 5 ans de l'enfant. Je vous propose donc, avant d'aller plus loin sur ce sujet, tout d'abord de revenir sur quelques caractéristiques complémentaires sur les pervers narcissiques et ensuite d'aborder le comment on devient pervers narcissique en insistant sur l'importance de l'éducation qui est essentielle dans le développement de l'enfant. Alors, premier point, quelques caractéristiques complémentaires concernant les pervers narcissiques, avec pour rappel que ça touche aussi bien les hommes que les femmes, mais que je resterai sur le « il » tout au long du podcast. Alors, le pervers narcissique exerce une réelle hypnose, empêchant la victime de voir quoi ? Un éternel séducteur, un éternel insatisfait qui a besoin de haïr pour exister, qui jalouse le bien-être qu'il observe chez l'autre et qui est incapable d'aimer. Mais aussi un destructeur qui attaque les liens et donc toute relation. Ensuite, c'est aussi une personne qui fait croire à l'autre que tout est de sa responsabilité, alors qu'il dicte les actes à autrui, notamment par son pouvoir de suggestion. Dans les formes les plus abouties de la perversité, il s'approche du sadisme et de la paranoïa à cause de sa tyrannie, notamment lorsqu'il voit l'autre souffrir. C'est aussi une personne qui ignore totalement le respect de l'autre, qu'il ne considère pas comme une personne à part entière et qu'il a besoin de dominer. Enfin, c'est une personne sans morale, bien qu'il feigne le contraire, par pur cinéma. Une personne qui n'a pas intégré la notion d'interdit et qui pour autant connaît parfaitement la loi et la défie constamment par pur besoin de toute puissance. Le docteur Barbier, psychiatre psychanalyste, nous explique que le pervers narcissique est enfermé dans une organisation rigide et archaïque fondée sur la jouissance et l'emprise qui lui font trouver son équilibre sur le dos d'autrui. À la différence du psychotique, il est ancré dans le réel. Il est hyper réaliste pour ses projets et sa stratégie, ce qui lui permet de planifier et de programmer stratégie et tactique pour utiliser sa proie. Il doit donc répondre de ses actes et de ce qu'il impose à autrui. Il ne se remet jamais en question, n'accepte jamais ses propres contradictions internes, ni ne se perçoit comme malade. Peu de cliniciens décrivent les mécanismes et motivations profondes en rapport avec l'enfermement, le mensonge systématique pour duper autrui et la manipulation avec un double discours pseudo-sincère. Certains experts, thérapeutes, magistrats et avocats peuvent eux aussi être dupés par le pervers narcissique. Alors, une question se pose ensuite, comment devient-on pervers narcissique ? Comme déjà évoqué dans l'introduction, l'éducation et donc les parents ont un rôle essentiel à jouer car c'est en effet eux qui vont marquer l'inconscient de l'enfant et inscrire que tout n'est pas possible. Il convient de remonter à la petite enfance pour identifier qu'une personne devient perverse avant l'âge de 5 ans. Nous l'avons déjà évoqué, le bon développement d'un enfant repose sur l'attachement secure, selon John Bowlby, ainsi que sur un bon maternage et enfin sur une éducation
où l'on sait dire non. Alors le maternage, c'est quoi? C'est accompagner le bébé vers l'autonomie sans surinvestir un lien naturellement fort. Il s'agit du besoin primaire d'attachement du bébé nécessaire à sa sécurité intérieure et plus tard à sa capacité à être autonome, de respecter son environnement et de faire face à ses émotions. Un bon développement est basé sur l'empathie, apportant sécurité et amour à son enfant et également discipline par le non. Le maternage comprend quoi? Ça comprend le fait de faire confiance à ses ressentis pour mieux répondre aux besoins de l'enfant. Ça comprend également le fait de considérer le bébé comme un être à part dont les besoins doivent être analysés et respectés, et ce, dès les premiers jours de sa vie. Mais aussi le fait de respecter le développement naturel et le rythme du bébé, c'est-à-dire ne pas le couver ou le gâter, et à l'inverse, ne pas l'ignorer, mais réévaluer ses pratiques en les adaptant à l'âge et aux besoins de l'enfant, tout en l'éduquant et en lui fixant un cadre. Parmi les pratiques du maternage, on distingue le portage, c'est-à-dire porter le bébé contre soi, l'allaitement, la présence, les câlins, le sourire, le langage, et également la capacité parentale à lui dire non très tôt. Pour les psychanalystes, le premier lien s'élabore naturellement avec notre mère. Elle devient ensuite la matrice de notre relation aux autres et au monde. Une mère ni trop longtemps absente, ni trop envahissante, et qui accepte que l'enfant se différencie d'elle, accède à l'émergence du désir grâce au manque. Le docteur Barbier, dans son livre La fabrique de l'homme pervers aux éditions Odile Jacob, soulève donc un point clé. Le point de la séparation bébé-maman qui se met au service de son enfant, mais qui ne peut confondre territoire de la mère et territoire de la femme, avec le rôle essentiel du père qui doit être présent et permettre de prendre conscience que la mère n'est pas tout pour son bébé. Alors revenons ensuite sur 3 anomalies possibles. Le maternage excessif, le maternage insuffisant ou le maternage tardif. Le maternage excessif, c'est quoi? Le nouveau-né est très dépendant de sa mère ou de la personne qui lui apporte les soins nécessaires à son maintien en vie. Et à ce moment-là, la personne qui lui apporte ces soins n'est pas différenciée de l'enfant. Au cours de son développement, le bébé craint d'être séparé de sa mère, mais comprend qu'elle est différenciée et qu'elle lui fait vivre l'expérience du manque. Et il est essentiel à l'enfant de pouvoir expérimenter les limites de sa propre personnalité. Un maternage excessif maintient le bébé dans un état de dépendance. Cette attitude surprotectrice nuit à l'estime de soi de l'enfant, qui voit alors la confirmation de son incapacité à faire les choses lui-même. A l'inverse, l'enfant insuffisamment materné ou avec maternage tardif peut avoir des carences affectives précoces dans la mesure où ses besoins et son rythme ne sont pas pris en compte. Il pourra alors en résulter des conséquences dans ses relations au quotidien avec les autres enfants telles que incapacité à prêter, à demander sans prendre de force ou même à faire preuve d'empathie. Un bon maternage, c'est donc quoi? C'est le bon équilibre avec comme socle sécurité et empathie, tout en permettant à son enfant au fur et à mesure d'accéder à l'autonomie, de se construire en tant que sujet et de faire l'expérience du manque et de l'interdit. Au-delà du maternage, l'éducation de l'enfant est clé. Un PN le devient du fait de 2 choses. Soit du fait d'une éducation type l'enfant roi, qui n'a pas appris le non. Il faut savoir que le non va initier le respect de l'autre. Les parents qui en font un enfant roi ici ne l'aident pas à intégrer la notion d'interdit et finalement vont en faire un vrai tyran qui se croit tout permis. À l'inverse, une éducation avec absence totale d'amour et au contraire présence unique de brimades et insécurité voire trauma
peut également être à l'origine du développement du pervers narcissique. Alice Miller illustre parfaitement ce concept au travers du livre « C'est pour ton bien ». Elle y détaille le concept de la pédagogie noire. Pour Alice Miller, les racines de la violence et de la haine sont dans l'éducation de l'enfant. Dans ce livre, elle décrit toutes les injustices que l'enfant peut subir et son besoin de se défendre et donc de donner à sa souffrance et à sa colère une expression structurée. S'il lui est interdit de réagir à sa manière, parce que les parents ne supportent pas ses réactions, ses cris, sa colère, sa tristesse, et les interdisent par de simples regards ou autres mesures éducatives, l'enfant apprend alors à se taire. Et si les réactions adéquates aux vexations, aux humiliations et aux violences subies sont exclues, c'est-à-dire que s'il y a refoulement du traumatisme, les sentiments sont alors refoulés, entraînant à terme de graves troubles psychiques. De plus, un enfant traumatisé qui continue à subir des traumas sera dans un état de dissociation, c'est-à-dire que son cerveau se déconnecte des émotions. Il en résultera alors des troubles du comportement et troubles psychotraumatiques du type s'agiter, être agressif, incapacité à se concentrer, phobie, troubles obsessionnels, angoisse, troubles alimentaires, envie de suicide ou encore besoin de reproduire la violence subie. Il peut en effet y avoir impulsion à reproduire la violence comme pour s'anesthésier de ce qu'il a subi. Vous l'aurez compris, en conclusion, l'éducation a un rôle essentiel à jouer. Et il peut y avoir des effets dévastateurs d'une mauvaise éducation pour l'enfant. Les racines de l'absence d'empathie, de la haine, de la destruction, de la perversité et donc de la perversion narcissique, entre autres, sont, comme nous l'avons vu, tant dans le maternage excessif et plus tard dans l'éducation de l'enfant roi avec absence de discipline, que à l'inverse dans le maternage insuffisant ou tardif, et plus tard dans une éducation trop rigide avec absence d'amour et de sécurité. Sachant qu'un pervers narcissique, finalement, c'est quoi ? C'est un enfant dans un corps d'adulte qui n'a pas intégré cette notion d'interdit. Il me semble donc essentiel d'en prendre conscience pour également voir le danger que cela peut représenter à terme pour notre société. Je repose donc ici 3 points. Le premier, c'est l'importance d'une enfance protégée, non seulement pour le bon développement de l'enfant, mais également, plus tard, pour notre société. Deuxièmement, l'importance du respect de l'enfant par une personne aimante et sécurisante. Et troisième point, l'importance d'une éducation dans l'équilibre, ni trop ni pas assez, comportant un cadre et des limites lui permettant d'intégrer que tout n'est pas possible. Merci au Dr Barbier, psychiatre, psychanalyste, pour sa participation à ce podcast. Vous pouvez retrouver le Dr Barbier sur dr-dominique-barbier.fr ou également dans le livre La fabrique de l'homme pervers aux éditions Odile Jacob. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci pour votre fidélité et vos différents messages. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt pour la suite.